En même temps que toute cette souffrance se répandait, des Européens, dotés d'un état d'esprit bien différent, arrivèrent. Ils voulaient percer les mystères géographiques du continent. D'autres générations plus tard s'intéresseraient au pôle Nord, au pôle Sud ou de nos jours à la Lune. Mais pour Mungo Park, Livingstone, Burton et tant d'autres, les lacs et les rivières légendaires de l'Afrique lançaient un irrésistible appel. Ils n'avaient aucune intention belliqueuse. Leurs fusils, c'était pour chasser ou pour se défendre. Ces hommes n'étaient pas responsables du fait que les routes qu'ils ouvraient serviraient bientôt, bien trop tôt hélas, à d'autres hommes dont les intentions étaient bien différentes, et qu'elles conduiraient en l'espace d'une génération à une transformation totale du continent africain. Ce qui étonne chez ces hommes remarquables, c'est qu'à de rares exceptions, ils étaient beaucoup plus intéressés par l'or et l'ivoire, par les terres à conquérir, que par l'homme africain. David Livingstone fut la grande exception. Pour les habitants de l'Afrique centrale, il fut sûrement le plus aimé des Européens ayant foulé leur sol. Missionnaire devenu explorateur, Livingstone remonta le Zambèze de sa source jusqu'à l'océan Indien. Il espérait que si le fleuve s'avérait navigable, c'est toute l'Afrique centrale qui pourrait alors s'ouvrir aux bienfaits de l'Évangile. En 1855, il est le premier homme blanc à contempler les chutes Victoria sur le Zambèze, très vite considéré comme l'une des merveilles naturelles du monde. En aval des chutes, d'autres obstacles naturels interdisaient la navigation. Son bateau à vapeur construit spécialement dut faire demi-tour. Aujourd'hui, la statue de Livingstone domine les chutes de toute sa grandeur. Sur la plaque, on peut lire « Au docteur David Livingstone qui découvrit les chutes du Zambèze ». C'était en 1855. Ce qui s'est produit en fait, c'est que les amis africains avec lesquels il vivait à quelques jours de navigation lui parlèrent de ce paysage fabuleux et l'y conduisirent. Livingstone, trop généreux pour oublier ce qu'il devait aux Africains, eut soin de consigner le fait dans ses mémoires. Quant aux gens qui, beaucoup plus tard, édifièrent cette statue, ils pensaient, comme à leur habitude, que rien n'existe vraiment avant d'avoir été découvert par un blanc. À Londres, les missionnaires ne furent guère impressionnés par les descriptions de ces merveilles terrestres. Pour eux, les voyages et les travaux géographiques de Livingstone signifiaient qu'il ne se consacrait pas assez à Dieu. À Londres, on voulait des convertis, pas des cataractes. Livingstone considéra leur attitude envers les splendeurs de l'Afrique si dérisoire qu'il se retira de la London Missionary Society, la société missionnaire de Londres. Son devoir, pensait-il, lui imposait un point de vue bien plus élevé. Que les autres se chargent des choses de tous les jours. Les autres, il y en avait beaucoup. Une foule croissante d'hommes, de femmes, dévoués, arrivèrent de différents pays pour porter la bonne parole de Dieu dans ces terres païennes. La passe de Mangwe est un lieu historique sur l'itinéraire de l'homme blanc vers l'Afrique du Sud. Elle commande, au sud, le passage vers le désert du Kalahari et vers la République blanche d'Afrique du Sud. Au nord, les anciennes pistes menant à Bulawayo, la capitale du royaume Matabele. La frontière méridionale de ce royaume passait par ce col, unique point d'accès autorisé par le roi des Matabele, aux missionnaires, aux négociants ou aux chasseurs européens. La plupart des missionnaires de cette époque auraient approuvé ces paroles de Livingstone. Nous sommes venus parmi eux en tant que membres d'une race supérieure, aux ordres d'un gouvernement désireux d'élever la branche la plus vile de l'humanité. Nous sommes animés d'une sainte foi, et nous pouvons, à force de patients efforts et d'actions avisées, devenir des messagers de paix pour une race jusqu'ici dénigrée et rabaissée.
Quelques-uns pensaient différemment. Par exemple, l'évêque Tozer de l'University Mission. Lorsque nous disons que l'Angleterre ou la France sont des pays civilisés et que la plus grande partie de l'Afrique n'est pas civilisée, qu'est-ce que cela signifie? Sans aucun doute, le fait d'avoir des chemins de fer et le télégraphe ne prouve pas nécessairement que ceux qui les possèdent soient au premier rang des nations civilisées. Rien n'est plus faux que d'affirmer que les seules apparences d'un peuple suffisent à indiquer son degré de barbarie ou de civilisation. Néanmoins, la plupart des missionnaires pensaient être les seuls à pouvoir sortir les Africains de leur médiocrité spirituelle. Ils affrontèrent bien des périls. Non qu'ils fussent précipités vivants dans une marmite d'eau bouillante, cela n'arriva jamais, mais ils succombèrent à des fièvres incurables et mortelles. En une seule année, ce fut le cas de 6 des 9 missions de Makololo, fondées par Livingstone. Peu de Noirs voulaient spontanément être convertis. Il fallait donc le leur demander. La force se justifie-t-elle pour sauver une âme? La flagellation était en usage dans certaines missions, dans d'autres, cette méthode était désapprouvée. S'il est admis qu'une expédition ne peut être menée à bien sans que son chef ne commette jour après jour des actes de violence, alors il eût mieux valu que ces expéditions missionnaires ne fussent pas entreprises. Si les missions ne peuvent fonctionner qu'avec des méthodes qu'aucun défenseur de la mission n'oserait expliquer en détail, alors il eût mieux valu que ces missions ne fussent pas entreprises. Il y avait une autre exigence fondamentale pour les missions. Si le message de l'Évangile devait être accepté, il fallait que les croyances spirituelles qui sont le fondement de toute la vie de la communauté africaine soient vidées de leur pouvoir et par conséquent détruites. Ce que les missionnaires étaient venus faire, c'était convaincre les Africains qu'ils devaient renoncer à leurs croyances, oublier leurs ancêtres et rejeter les structures profondes de leur culture. Ce film de propagande missionnaire, tourné dans les années 60, le montre très clairement. As these women, whose lives have been spent in the dark shadow of fear, listen to the radiant young girls, they wonder at their joy and confidence. En écoutant ces radieuses jeunes filles, ces femmes dont la vie s'est déroulée dans la peur s'étonnent de leur joie et de leur confiance. Elles se souviennent des offrandes si souvent faites aux fétiches qui n'ont servi à rien. Je vous parlerai de Dieu qui, lui, ne nous demande pas de sacrifice. Il s'est sacrifié pour nous. Et elle montre à ces gens hantés par la peur le symbole de l'amour de Dieu. Sometimes the people seek out the missionary later. We have lost our faith in these jujus, they say. We want to destroy them and begin. Parfois, les gens viennent trouver le missionnaire. Nous n'avons plus foi dans les fétiches, disent-ils. Nous voulons les détruire et commencer une vie nouvelle. Some rejoice. Certains se réjouissent. D'autres se demandent ce qu'ils vont devenir. Le grand jour du baptême arrive. Des étudiants des collèges, des jeunes filles de l'école primaire, des hommes et des femmes. Ils plongent l'un après l'autre dans les eaux du baptême.
un esprit sceptique se demanderait pourquoi une forme de renouvellement spirituel serait supérieure à une autre. Pour ces missionnaires, pas de doute, c'était le couronnement de leurs efforts. Les séminaristes, le moment venu, officieront à leur tour. Après de modestes débuts, les missions d'Afrique centrale ont pu, à juste titre, se vanter d'un grand succès. Le christianisme était largement accueilli. Les missions ont été considérées comme la porte ouverte sur un plus vaste monde, notamment par l'éducation qu'elles dispensaient.